face à notre domaine où nous sommes tous les deux experts, mais qui va nous passionner, qui est les théories de la cavité buccale, particularité tridimensionnelle de la microarchitecture et du remplissage osseux. On donne donc la parole à Jean-Daniel Darbois d'Angers. Bonjour, je vous remercie pour cette introduction. Je m'appelle donc Jean-Daniel Darbois, je suis chef de clinique dans le service de chirurgie maxillofaciale du CHU d'Angers. Et je suis très heureux de pouvoir présenter devant l'Académie de chirurgie ce travail que j'ai réalisé donc à Angers, qui porte sur l'étude des caractéristiques osseuses des tories de la cavité buccale. Alors on dit interus des tories, avec objectif de mettre en évidence les particularités tridimensionnelles de leur microarchitecture et de leur remodelage osseux. Tout d'abord, les tories de la cavité buccale, qu'est-ce que c'est? Je pense que la plupart d'entre vous ne connaissent pas. C'est un sujet trivial pour un chirurgien maxillofacial. Il s'agit donc d'excroissance osseuse de la cavité buccale. On voit ici des images qui sont parues dans un journal médical américain à grand tirage. Donc avec des tories mandibulaires sur votre gauche et palatin et maxillaire sur votre droite. Des images tout à fait classiques. Donc il s'agit d'excroissances osseuses qui sont bénignes, ce ne sont pas des tumeurs, ce sont des excroissances osseuses et elles sont en 3 localisations, donc le plus souvent en mandibulaire comme on le voit sur cette photo-là, et également on les trouve au niveau du maxillaire et du palais. C'est quelque chose de très fréquent, puisqu'on estime que dans la population générale, la prévalence est de 10 à 30%. Elle est très variable en fonction de l'ethnie, du sexe, de l'âge, et également, ce qui est intéressant, du territoire géographique. Donc, à l'heure actuelle, et c'est pour ça que c'est un sujet qui nous a intéressés, on voit beaucoup de gens qui ont des tories dans la bouche, mais on n'a aucune explication, aucune confirmation sur l'hypothèse, sur l'étiologie, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a plusieurs hypothèses. Une d'entre elles à laquelle on s'est intéressé, l'origine mécanique en lien avec la force occlusale des gens. Il y a aussi une hypothèse génétique, bien évidemment, mais on retrouve seulement dans 30% des cas une transmission autosomique dominante et pas dans le reste des cas. Donc ce n'est pas la seule explication non plus. Environnementale, on sait que par exemple la population noire des États-Unis a une très grande prévalence de tories, et ce n'est pas le cas en Afrique subsaharienne. D'autres hypothèses, comme l'hypothèse des étiologies embryologiques ou autres, en tout cas on pense à l'heure actuelle pour une étiologie multifactorielle, même si pour l'instant ce n'est que des hypothèses. Ce qui est plus intéressant, c'est que peu de gens se sont intéressés à caractériser l'os des tories, mais quand on regarde dans la littérature, ce qui est toujours décrit, c'est un os complètement normal, aspécifique, tant de l'os cortical lamellaire complètement normal, qu'un peu d'os trabéculaire au centre du torie complètement normal, des cellules normales, rien de spécial à se mettre sous la dent, si je puis dire. Souvent les gens vivent avec ça, mais il peut arriver qu'on les voit débarquer en consultation complètement affolés. « Docteur, qu'est-ce que j'ai dans la bouche ?» Quand ce sont des tories comme ce qu'on voit sur la photo là, ça n'appelle aucune prise en charge, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. On rassure les patients et ils rentrent à la maison. En revanche, on réalise une exérèse chirurgicale de ces excroissances dans certains cas. En particulier quand le dentiste ne peut pas mettre de prothèse dentaire dans la bouche à cause des tories. Si ça gêne le patient, s'il y a des complications, si ça le gêne pour parler, si ça le gêne pour mastiquer, et également il peut y avoir des complications lithiasiques si ça gêne l'écoulement salivaire de la glande submandibulaire notamment. Il peut y avoir des sensibilités ou des douleurs, et on les enlève aussi chez certains patients qui sont très apeurés, très inquiets, on parle de cancérophobie. Une autre utilisation de ces tories également, une autre raison pour laquelle on les enlève, est l'utilisation de greffons osseux autologues en chirurgie préimplantaire pour pouvoir récupérer de l'os afin de mettre des implants dentaires. Donc notre étude avait un double objectif. Premièrement, décrire les caractéristiques osseuses, tant sur le plan morphologique qu'histologique de ces tories, et de la cavité buccale, et ensuite investiguer une hypothèse physiopathologique mécanique. Donc le protocole expérimental clinique avait inclus une dizaine de patients, ce qui nous avait permis de récupérer 18 tories mandibulaires,
Et j'avais fait dessus une analyse morphologique par microscanner, que l'on voit ici sur la photo, et également une analyse histologique sans décalcification, avec analyse des bordures ostéoïdes, des cellules, et également de la vitesse de minéralisation par double marquage de la tétracycline. Voici ici des photos d'exercice chirurgical. En général, elles se font sous anesthésie générale, donc la photo préopératoire. Après le décollement sous périosté, on voit les deux tories mandibulaires, là, et après l'exérèse monobloc avant la suture. Voici ici un film de reconstitution 3D à partir d'images micro-CT. On observe bien la forme plurilobée classique du torus mandibulaire avec une surface lisse. Et ce qui est plus intéressant, c'est les canaux de Havertz qu'on a pu modéliser grâce à un système de seuillage permis par nos logiciels, et on montre très nombreux canaux de Havertz avec des orientations aléatoires, ce qui est différent de la verticale osseuse habituelle où ils ont une orientation parallèle les uns aux autres. On retrouve en histologie un os cortical d'aspect normal sur les coupes avec des ostéons et des canaux de Havertz tout à fait classiques, des bordures ostéoïdes que l'on voit sur l'image B, à la surface externe du torus, de chaque torus, et également au niveau des canaux de Havertz. Ce qui a été particulièrement intéressant, et ce qu'on a découvert ici, c'est que ces bordures ostéoïdes étaient réparties de façon asymétrique. Dans les canaux de Havertz, c'était toujours du côté du canal de Havertz, proche de la surface externe du torus, alors que les lacunes de Howship contenant les ostéoclastes, donc les zones de résorption osseuse, étaient toujours du côté opposé, sur tous les tories de l'étude. Comme on voit sur la photo C, qui montre des ostéoclastes. On n'a pas retrouvé de fer et d'aluminium dans l'utéris, ce qui contraste avec les exostoses des os longs qui contiennent toujours du fer et de l'aluminium. Et on voit sur l'image D les images de double marquage à la tétracycline qui nous a permis de mesurer les vitesses de minéralisation. Cette vitesse de minéralisation a été retrouvée significativement plus élevée au niveau des canaux de Havertz par rapport à la vitesse de minéralisation normale, attestant d'un remodelage osseux, une formation osseuse importante, et les épaisseurs de tissus de bordures ostéoïdes étaient en revanche tout à fait normales. L'hypothèse étiologique mécanique à présent, c'est une hypothèse qui a déjà été émise dans la littérature. Certaines personnes ont trouvé que les forces occlusales étaient significativement plus élevées chez les patients qui avaient des tories mandibulaires, et également que les patients qui avaient du bruxisme, il y avait une corrélation statistique entre la présence de bruxisme et la présence de torus. Or, on sait qu'une activité musculaire augmentée stimule bien évidemment le remodelage osseux. Donc, le rhéogramme expérimental de notre étude a été le suivant. On a pris des rats, voilà, et je leur ai injecté de la toxine botulique dans les muscles masticateurs. La toxine botulique a pour effet d'inhiber le relargage d'acétylcholine et donc de donner une paralysie musculaire transitoire. Et puis, il y a eu un groupe contrôle avec des injections similaires de sérum physiologique. Tous les rats étaient injectés à 1 mois. Tout d'abord, on a remarqué une amyotrophie des muscles injectés de toxine botulique. On voit le masséter sur la photo A qui est amyotrophique et le temporal sur la photo B à droite. On a retrouvé une perte osseuse alvéolaire très importante des rats du côté droit, du côté injecté dans le groupe BTX. Également une perte osseuse condylienne qui était donc significative avec une perte de 35% de volume trabéculaire au niveau des condyles et perte de 20% du volume osseux trabéculaire au niveau de l'os alvéolaire. Mais ce qui a été plus intéressant a été l'apparition de ce remaniement osseux hypertrophique que l'on a vu chez tous les rats du groupe BTX, uniquement du côté droit, donc du côté injecté, situé à la face linguale de la mandibule, qui a un aspect et une localisation qui rappellent donc furieusement nos tories que nous étudions. On les voit ici sur ces coupes bidimensionnelles, à la face linguale des mandibules des rats. Et ici sur coupe histologique et en microscopie de polarisation. En conclusion, l'injection de toxine botulique dans les muscles masticateurs chez le rat entraîne donc une perte osseuse alvéolaire et condylienne mandibulaire, mais surtout a permis de entraîne la formation d'une excroissance osseuse mandibulaire en regard de l'insertion du muscle digastrique, dont on pense qu'il ressemble furieusement à un torus mandibulaire, tant sur sa localisation qu'à son aspect, donc peut-être que ça en partage la même physiopathologie. Donc la pathogénie pourrait être en fait
suite au déséquilibre musculaire lié par la paralysie musculaire de certains muscles par toxine botulique, un déséquilibre des forces occlusales, qui entraîne une activité musculaire du muscle digastrique augmentée, qui entraîne un remodelage osseux augmenté, une excroissance osseuse à cet endroit-là. L'os des tories, nous avons également mis en évidence que l'os des tories était un os très particulier, spécifique, tant par son orientation aléatoire des canaux de Havertz que par son remodelage osseux très actif, mais surtout, et ça a été montré là pour la première fois, par un remodelage osseux asymétrique. Ça a quelques différences avec les exostoses des os longs, notamment l'absence d'ion fer et aluminium. Et nous avons donc un argument supplémentaire pour l'hypothèse physiopathologique mécanique pour cette origine des tories. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur les tories ou sur le torus, comme vous voulez? Non, il n'y a pas de questions, des commentaires. Dominique, peut-être un commentaire. Oui, c'est intéressant, vous avez appris quelque chose et tout. Qu'est-ce que ça a comme implication ensuite pour les patients? C'est pour faire avancer les connaissances de la science sur quelque chose qui est trivial pour nous, qu'on voit souvent, et à chaque fois on dit aux patients, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, mais vous avez ça et il n'y a pas de traitement particulier à faire. On aimerait bien juste pouvoir leur dire, on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient, et puis voilà. Puisqu'on vous en a profité de poser quelques questions sur les tories, est-ce que ça a le même comportement que certaines exostoses? C'est-à-dire quand on les enlève, ça revient, ça repousse? Parce que une des problèmes en orthopédie, c'est les exostoses récidivantes. Est-ce que vous, quand vous grattez l'os et que vous l'enlevez, le torus revient? Alors, en général, ça ne revient pas. Donc c'est pas tout à fait le même. C'est bien dit. Alors ça a plusieurs différences avec les exostoses des os longs, notamment effectivement le remodelage osseux particulier que j'ai décrit ici, qui n'est pas du tout retrouvé dans les exostoses des os longs, jamais. Et le fait que les exostoses des os longs sont bourrés de fer et d'aluminium, ce qui n'est pas le cas des tories mandibulaires, qui pourtant sont à côté d'une source de fer et d'aluminium de l'alimentation. Il y a encore d'autres particularités histologiques qui sont différentes entre les deux, donc c'est une entité tout à fait particulière, effectivement. Maintenant, je vais vous poser une question encore plus idiote. Est-ce que chez les animaux qui sont masticateurs et rongeurs, donc ont des masséters extrêmement puissants et qui muquent, est-ce qu'ils ont des tories, pardon, je ne savais pas du tout. En faisant en anatomie comparée, est-ce qu'il y a des maxillaires chez des animaux qui présentent des tories ou pas? Je n'en ai pas trouvé et j'en ai pas la connaissance, effectivement. Alors effectivement, nous, on a mis en évidence une espèce de modèle animal de torus, entre guillemets, avec toutes les précautions que voilà. Mais effectivement, c'est chez le rongeur, après paralysie des muscles masticateurs, c'est pas la même mastication que chez l'humain, mais il y a une excroissance osseuse qui a poussé. Parce qu'il y a aussi une chose troublante, là, notamment quand vous avez parlé dans la physiopathologie, dans l'étiologie, c'est la migration des populations, notamment africaines, et donc les habitudes alimentaires. On peut aussi se poser des questions sur la façon de mastiquer, sur le chewing-gum nord-américain. Je ne sais pas, voilà, je délire complètement sur les théories, mais ça m'excite. Il y a quelque chose d'environnemental qui peut être une source dans l'alimentation, un mode de vie particulier. Voilà, c'est effectivement une des hypothèses. En fait, il y a beaucoup d'hypothèses différentes, donc c'est un peu difficile, mais effectivement, c'est des choses qu'on envisage. Je vais peut-être délirer encore plus, mais dans la pulpe dentaire, il y a des cellules souches extraordinaires, oui, et qu'on peut faire diriger très rapidement vers la voie du cartilage ou de l'os. Est-ce qu'il n'y a pas une communication simplement avec ces cellules? On n'est pas très loin. Alors, il n'y a pas de communication particulière, surtout que c'est juste à un endroit toujours très localisé et toujours le même, alors qu'il y a toute une arcade dentaire. Donc c'est juste en regard de quelques dents, les prémolaires à peu près, grosso modo. Et donc, il y a l'os, quand on enlève un torus, il y a la corticale normale, sans aucune communication radiale. Donc les racines de la dent ne communiquent pas du tout avec. Et effectivement, les cellules souches peuvent tout à fait se diriger vers le cartilage, etc. Mais il n'y a jamais rien de cartilagineux dans les tories mandibulaires, contrairement aux exostoses des os longs. Il y a combien de spécialistes mondiaux du torus?
Il n'y en a aucun, ça n'intéresse pas grand monde. Non, Mais tous les stomatos, les maxillos et les dentistes du monde en voient régulièrement en consultation. Je pense que vous illustrez bien, je pense que je leur dis dans Monsieur Franco, ça peut être pour nous qui essayons d'animer ces choses-là. Si vous voulez, il y a vraiment donc la recherche pure, fondamentale, sans brevet, et je vous félicite aussi parce que la recherche académique explicative est aussi importante parfois que la recherche à but entre guillemets financier. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle communication.